Dans American Nightmare de James de Monaco, pendant une seule nuit, les Américains peuvent s'adonner à la violence gratuite. Ça peut être un ami, un parent, un amant et même le voisin le plus proche. Pour se protéger des uns, les autres doivent se barricader chez eux. Très vite après son emménagement, Cécile réalise qu'elle doit se méfier de cet homme qui habite en dessous de chez elle. Vous écoutez Transfert épisode 159, un témoignage recueilli au micro de Juliette Thévenot. Après mon bac, je décide de partir sur l'île pour faire des études de droit. Et après 2 ans où je suis revenue sur Orléans, je suis partie sur Paris. Donc je fais mes études à Paris pendant 2 ans pour mon master 1 et pour mon master 2. Quand j'arrive à Paris, j'appréhende un peu de vivre dans Paris parce qu'on a un peu cette image de grosse capitale et c'est vrai que je viens d'une petite ville. Pour trouver un appartement, je cherche pas beaucoup. C'est par des connaissances de mes parents qui habitent dans mon village d'origine que j'arrive à trouver cet appartement. Alors j'emménage dans le 12e arrondissement en décembre 2018. L'appartement me plaît beaucoup. C'est un studio, donc il est pas très grand, mais je m'y sens un peu comme à la maison, c'est lumineux. En fait, l'appartement est vraiment très bien. Il est dans une cour intérieure, donc pas sur la rue. En fait, il est très agréable et je m'y sens assez rapidement comme chez moi. L'immeuble, en fait, ça donne sur une cour intérieure. Il y a plusieurs petits immeubles qui sont pas très hauts, donc il y a à peu près 2 étages par immeuble. Et il y en a à peu près 4 autour de la cour. Donc moi, je suis dans l'un des immeubles. Il y a que 4 appartements dedans. Donc en fait, il y a d'abord au rez-de-chaussée, il y a un bail commercial, donc c'est quelqu'un qui a son activité professionnelle. Et ensuite, on monte directement au premier étage. Là, il y a 2 appartements. Et ensuite, au deuxième étage, il y a 2 appartements aussi. Et moi, j'étais du coup au deuxième étage. Quand j'arrive, j'ai des voisins à mon étage que je rencontre pas. Et j'ai un voisin au premier étage, donc juste en dessous de moi. Et là, ce voisin-là, mon propriétaire m'en avait parlé. Pendant que j'habite dans cet appartement, je rencontre un nouveau couple qui emménage par la suite. Il toque chez moi un jour, il se présente à moi et il demande à ce que je passe chez eux en fait pour discuter. C'est des personnes qui sont pas de nationalité française, donc c'est le monsieur en fait qui fait le traducteur pour sa femme qui en fait m'explique qu'elle a peur en fait de sortir de l'appartement parce elle trouve que le voisin en dessous a des comportements un peu étranges et comme elle, en fait, elle a pas de travail en France, elle reste à l'appartement toute la journée, elle entend des choses bizarres. C'est pour ça qu'ils viennent me voir, en fait, pour savoir comment gérer cette personne. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il est dangereux? Et comment, en fait, appréhender les rapports avec lui dans le quotidien de l'immeuble. Ma première rencontre avec mon voisin du dessous, se passe la semaine suivante de mon emménagement. Je rentre de cours, je suis passée au supermarché pour faire des courses. Donc je rentre chez moi et je fais 3 mètres pour aller dans ma cuisine, simplement, déposer mes courses et je reviens ensuite dans l'entrée, je retire mes chaussures et c'est là que ça toque à ma porte. Je vais ouvrir la porte. Je sais pas tout de suite que c'est mon voisin du dessous parce que je ne l'ai jamais rencontré. Donc, je sais pas qui est cette personne. Et en fait, c'est son comportement qui me fait comprendre que c'est mon voisin du dessous. Il rentre sa tête à travers la porte et il regarde dans l'appartement et il commence à me parler, de choses que je comprends pas trop. Il me dit: «Est-ce que tu es seule? Qu'est-ce que tu fais?» En fait, comme s'il commençait un peu à guetter, ce qui se passait dans l'appartement et ensuite il regarde mes pieds et en fait, il me demande, où sont mes chaussures. Il me dit que, il a entendu des bruits de pas, mais que c'est bizarre parce que moi, sur, le moment, j'ai plus de chaussures et donc voilà, il me dit qu'il a été réveillé par des bruits de pas et il repart. Sur le coup, je suis pas énervée, je suis un peu perplexe. Je trouve ça un peu étrange, surtout la limite chronologique, c'est-à-dire que je rentre chez moi, je fais 3 pas et il est directement monté là-haut. Donc je me dis: «Il a vraiment mis une microseconde, en fait, il a aucune tolérance» et ça me fait peut-être un petit peu peur sur les rapports de comment je vais devoir vivre dans cet appartement si je dois faire vraiment attention à tout ce que je fais. J'ai pas envie d'avoir de problème avec cette personne. On est à Paris, on est dans un immeuble qui est assez ancien, le parquet résonne, je peux comprendre que les bruits de pas, ça fait du bruit et que ça peut déranger, donc inconsciemment, ça me fait retirer mes chaussures, à chaque fois quand je rentre dans l'appartement. Mon voisin, je dirais que c'est quelqu'un qui a entre 35 et 40 ans. Peut-être il paraît plus vieux qu'il n'en a l'air par sa consommation de cigarettes, de drogue en tout genre. Je saurais pas trop le décrire, physiquement. Disons que je l'aurais croisé dans la rue, je sais pas si je me serais retournée sur cette personne en me disant:
Il a l'air bizarre. Dans les jours qui suivent, on n'a pas trop d'échanges, si ce n'est que je trouve qu'il commence à mettre la musique très fort. C'est quelqu'un qui travaille pas la journée et qui a du coup un rythme très décalé. Des fois, il tape dans des objets, il tape dans les murs, parfois il crie. Il sort à toute heure, de la nuit et du jour, en claquant la porte. Je l'entends constamment quand lui se réveille, quand il décide de faire la fête un peu tout seul. Et c'est des choses qui commencent à me déranger quand il est 22h, 23h, que moi je vais me coucher. Et en fait, l'isolation est vraiment pas très bonne dans les immeubles anciens, ce qui fait que j'entends vraiment toute sa vie. En janvier 2019, je suis en partiel et il y a une nuit, il est 2h30 ou 3h du matin et il met la musique tellement fort que je suis réveillée en fait avec mes boules caisses et je pense que littéralement tout le quartier doit être réveillé par la musique qui est vraiment assourdissante. Je suis très énervée parce qu'il est 2h du matin, ça fait 3 semaines que je suis en partiel, c'est vraiment mon dernier partiel et j'ai pas envie d'être réveillée la nuit et en fait, j'ai beau remettre mes boules caisses, essayer de mettre un oreiller contre mon oreille, il y a vraiment rien à y faire. C'est vraiment impossible de dormir. J'ai pas envie de me mettre dans une situation, dans laquelle je suis en mauvais rapport avec cette personne. J'ai pas envie de compliquer les choses en appelant la police. Donc là, je décide de lui montrer que je suis là. Donc je tape du pied, sur, le plancher, donc en fait à gros coups de pied pour essayer de lui faire comprendre que ça me dérange et que j'essaye de dormir et c'est en vain. Donc j'essaye vraiment pendant plusieurs minutes, plusieurs fois, je tape, je tape. J'essaye même avec un balai, enfin quelque chose pour essayer d'attirer son attention et il y a vraiment rien à y faire. Je descends en pyjama au premier étage et je toque à sa porte et il ne m'ouvre pas. Par contre, il baisse la musique et je l'entends derrière la porte chuchoter, marmonner, quelque chose du style, «Je crois qu'il y a quelqu'un derrière la porte, je crois qu'il y a quelqu'un derrière la porte». Et en fait, il marmonne, mais la musique est baissée et je toque plusieurs fois parce que là, je me dis: «Il est derrière la porte», je voudrais lui dire que vraiment il faut qu'il baisse sa musique et il est derrière et on est tous les 2 entre 2 portes et il n'ouvre pas la porte. Donc je décide de remonter et ben, la musique était coupée. Le lendemain matin, en fait, je retoque chez lui pour essayer de discuter et il ne n'ouvre à nouveau pas. Donc je décide de lui laisser un mot. Donc sur le mot, je lui explique que je suis en partiel et que, je veux bien retirer mes chaussures, je veux bien faire des efforts pour que nos rapports se passent bien. Mais, en contrepartie, j'aimerais qu'il y ait pas de bruit, en fait, entre 22h et 6h du matin. Notamment parce qu'en ce moment, je suis en partiel et que je peux pas me permettre de pas dormir de la nuit. Donc je laisse le mot devant la porte en essayant qu'on puisse, en fait, avoir un peu un dialogue entre 2 voisins, 2 personnes qui essayent de vivre, en cohésion, en fait. Je pars en partiel et quand, je rentre de mes partiels, le mot n'est plus sur la porte. Il a lu le mot, il l'a pris et il l'a remplacé par un autre mot et donc, sur la porte, il y a, une feuille avec une croix gammée, avec marqué, Adolf Himmler. Donc c'est pas Hitler, c'est vraiment Adolf Himmler. Sur le coup, je le comprends comme si il me dit: «C'est moi qui fais la loi, c'est moi qui décide et ça se passera comme ça et pas autrement». Je parle avec des amis, du mot et en fait, ils me font comprendre que, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en lui disant de pas mettre la musique entre telle heure et telle heure, moi j'agirais en fait comme, comme Hitler, quoi. Quand je vois la croix gammée, je suis plutôt dans l'incompréhension et j'ai l'impression qu'aucun dialogue n'est possible, en fait. Vraiment, c'est ce mot qui me fait comprendre qu'on peut pas discuter. Je peux pas lui faire comprendre que c'est pas normal de mettre sa musique, à 2h du matin. Je peux pas lui demander, en fait, de couper la musique parce qu'il le fera pas. Ça me fait peur sur la personne, parce que je me dis: «Quel genre de personne, met une croix gammée sur une porte?» Quand on sait toutes les implications que ça a et puis après je me dis que en fait, c'est pas n'importe quelle personne, c'est quelqu'un qui est pas tout seul dans sa tête et certainement que pour lui, la croix gammée, ça a pas la même signification et je le prends un peu moins au sérieux que peut-être que je devrais. C'est-à-dire que, il a fait une erreur d'orthographe en écrivant Adolf Hitler. Il a marqué Adolphe avec un E à la fin et il marque Himmler avec 2 N et en fait, je pense que la faute d'orthographe m'a fait dédramatiser la croix gammée. On se parle pas, on se croise pas pendant, je sais pas, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines et
Un soir où je rentre de week-end, donc c'est un dimanche soir, je rentre chez moi et sur mon paillasson, je trouve un mot, écrit à la main. Donc clairement, c'est son écriture. C'est une liste de choses à faire, à ne pas faire. J'arrive pas à en décrypter la moitié, mais de ce que je lis au départ, on a, ne pas faire son lit, ne pas défaire son lit, ne pas mettre la radio, Fun Radio, Énergie, et j'ai une liste de radios, possibles à écouter, ne pas se lever. Ça doit être une liste de comment il veut que je vive au quotidien, peut-être des choses qu'il entend, qu'il voudrait pas entendre, ou la musique que j'écoute qui lui plaît pas, ou c'est ce genre de choses. En fait, je comprends pas trop ce qu'il veut me dire. Je sais pas trop comment le prendre à ce moment-là, parce que j'ai pas forcément l'impression que c'est en rapport avec, la façon dont je vis. Je me sens pas très concernée, en fait, par ce mot. Je décide de parler de mes problèmes avec mon propriétaire. Donc je l'appelle et je lui explique, ce qui se passe avec le voisin. Mon propriétaire est très attentif, en fait, à tout ça. Il veut vraiment que je me sente bien dans l'appartement, ce qui fait qu'il prend les choses vraiment très au sérieux. Donc lui décide d'appeler la famille, de mon voisin qu'il connaît. Donc il l'appelle et le frère lui explique qu'il est plus trop en contact avec son frère, donc avec le voisin, et lui donne les coordonnées de son psychiatre, à Paris, avec lequel, en fait, il est suivi, avec lequel il a des rendez-vous, et donc mon propriétaire appelle le psychiatre et discute, en fait, de ce qui se passe. Il met la pression sur le médecin pour lui dire que donc sa locataire envisage de porter plainte, que je me fais harceler. En fait, il essaye vraiment d'aggraver les choses pour faire en sorte qu'il y ait une réponse sur le plan médical. C'est à ce moment-là, quand mon propriétaire appelle son médecin, il me rapporte qu'il est schizophrène. Mon père, quand il avait visité l'appartement, m'avait dit que le voisin avait un comportement bizarre, et mon propriétaire, a toujours été honnête avec moi sur le fait que cette personne était étrange et qu'il faut simplement pas le perturber, pas le brusquer et un peu aller dans son sens pour pas l'énerver. Son fils a habité dans l'appartement avant que moi j'arrive et il a vécu pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'il avait eu beaucoup de rapports avec ce voisin, et donc mon propriétaire était totalement au courant, en fait, des agissements qu'il avait et en fait de son comportement anormal. Le médecin décide, en fait, de changer sa prescription médicale, et donc en fait il lui a changé sa dose de médicaments. Quand, mon voisin change de traitement, j'ai plus de rapport avec lui. On se croise, par-ci par-là, on se dit bonjour mais sans se parler. Des fois, il met la musique un peu fort, à peut-être 22 heures, mais en fait ça se coupe à 23 heures, ce qui fait qu'en fait moi j'ai pas de difficulté à vivre dans mon quotidien avec lui, en tant que voisin. Parfois il a des petites crises, mais dans l'ensemble il y a pas de tension. Pendant cette période où il a changé de médicament et ça se passe bien, il vient me voir un soir où je rentre de la fac, et en fait, il m'intercepte dans les escaliers, c'est-à-dire que je suis entre son étage et le mien, et en fait, il sort tout de suite de chez lui quand il m'entend dans les escaliers, et il vient me demander, mon téléphone. Donc j'ai pas envie de lui donner. Je lui dis que j'ai plus de batterie, ce qui est à moitié vrai, et je pense qu'il va me lâcher la grappe, et en fait, il me dit: «C'est pas grave, je te laisse le charger et je repasse tout à l'heure». Donc là, je rentre chez moi et je me mets un peu à paniquer en me disant: «Je veux pas du tout qu'il vienne chez moi, j'ai peur de pas pouvoir m'en dépatouiller», donc je descends aussitôt après qu'il soit venu, et je lui dis: «Voilà, je veux bien te prêter mon téléphone. Par contre, j'ai plus beaucoup de batterie, il faut que j'aille réviser, donc tu as 5 minutes et pas plus, quoi». Je suis un peu mal à l'aise, je suis pas très bien. Je décide du coup de rester plutôt dans l'entrée de l'appartement. Comme ça, je laisse la porte d'entrée ouverte, en fait, au cas où, s'il faut fuir, je sais pas. Il prend mon téléphone et en fait, il se connecte sur Messenger. Il prend en photo, un journal qui a l'air d'être écrit en italien. Il l'envoie sur Messenger à je ne sais qui. Je pose pas trop de questions, je crois que j'ai pas envie de savoir. Ça dure pas très longtemps, juste assez pour que je voie son appartement et que ça me fasse vraiment, vraiment flipper. Quand on rentre, dans l'entrée, ça donne sur la salle de bain. En fait, il y a tellement de moisissures qu'on ne voit plus les joints. Il y a pas de rideau, il y a pas de volets, donc il vit dans le jour constant. Il y a vraiment du bazar partout, les draps sont troués, tout est sale. Il y a quelque chose qui me choque vraiment, c'est que sa table principale, là où il y a son bureau et là où il prend en photo, en fait, le journal, il y a tellement de mégots.
qu'on ne peut pas voir le bois de la table, en fait. Il y a une odeur insoutenable et tout est insoutenable, en fait. C'est insalubre. Je repars et en fait, quand je me reconnecte sur Messenger, lui ne s'est pas déconnecté. Je vois qu'en fait, il se fait passer pour un général d'armée africain et il parle à des homonymes. Il parle notamment à un Nicolas Sarkozy. Un an après qu'il y ait eu les premiers événements, donc on est en décembre 2019, mes voisins viennent toquer chez moi pour me demander de passer chez eux, parce ils voudraient me parler. Et en fait, ils me disent que, ils ont croisé, le voisin, qu'il a eu des propos étranges, en fait, ça leur a fait peur et ils ont décidé de m'en parler. Le voisin leur dit qu'il fait des rêves érotiques sur moi et il leur laisse penser qu'il regarde, en fait, mes allées et venues parce qu'en fait, il leur dit que je sors souvent et que ça doit sûrement signifier que j'ai un copain. Mes voisins, ils ont l'air stressés, surtout, la fille. Au moment où ils me disent ça, j'ai peur, mais il y a une partie un peu contradictoire, c'est-à-dire que moi je le croise, quand je sors, quand je rentre et en fait, rien ne laisse présager, son comportement, étrange ou c'est-à-dire qu'en fait, même quand je le croise, il me parle même pas. Il y a des fois, je lui dis bonjour, il me répond pas et donc sur le coup, c'est vrai que ça m'inquiète un peu parce que c'est pas des propos qu'on dit à la légère, c'est quand même un peu angoissant quand même, surtout quand on est une femme et qu'on vit seule. Un matin, donc on est un vendredi matin, je pars pour un entretien pour un stage. Heu, donc je pars aux alentours de 9 heures et je reviens à 11 heures. Et j'ai cette impression que ma porte a été forcée. C'est-à-dire que en fait, la porte ne touche pas totalement la plainte, donc comme s'il y avait un espace, en fait, sur la porte. Et donc mon premier réflexe quand, j'ouvre, en fait, c'est de regarder chez moi s'il y a pas quelqu'un parce que j'ai vraiment cette impression que quelqu'un est rentré et en fait, de l'intérieur, je vois qu'en fait, la serrure, est décrochée du mur, qu'il y a quelque chose qui a été forcé. En fait, 2 des vis sont parties. Je comprends que ma porte a été forcée. Le verrou principal est pas totalement décroché, il est clairement abîmé, il est clairement pas aussi efficace qu'avant, j'ai même un peu parfois du mal à le fermer, mais il est encore là. Ça m'empêche pas d'avoir ma porte fermée parce que j'ai les 2 autres verrous en haut et en bas et ce qui fait que je dors en fait avec les 3 verrous fermés. Sur le coup, je pense que c'est vraiment le déni, mais je me suis dit: «Ça se trouve, ça a toujours été comme ça». Le lendemain, je reçois sur mon paillasson une boîte en polystyrène et quand je l'ouvre, il y a un verrou tout rouillé, qui ressemble à un verrou de porte, qui correspond pas du tout au verrou de ma porte, hein, mais qui paraît comme un verrou, qui devrait venir réparer, celui qui est cassé. Donc là, je décide d'appeler mon propriétaire. En fait, il y a un homme à tout faire qui venait faire des petits travaux dans l'appartement et je me demande si c'est pas lui qui peut-être a cassé la porte et qui du coup est revenu poser ça. Mon propriétaire me dit que non et ensuite je vais en parler avec mes voisins de palier, qui me disent qu'en fait, vendredi matin, ils ont entendu le voisin monter à notre étage et taper sur ma porte. On est mardi matin. À ce moment-là, je suis en cours en banlieue parisienne, ce qui fait que je dois partir assez tôt, pour prendre le RER. Il est à peu près 8 heures et en fait, je descends les escaliers et je l'entends, il ouvre sa porte, mais je l'entends pas descendre pour sortir dehors. Donc là, je comprends qu'il m'attend. Donc je fais comme si de rien n'était, je descends, les escaliers et en fait, il attend. Donc il est devant la porte. C'est un tout petit immeuble, ce qui fait que le palier est vraiment très petit. En fait, on peut tenir à 2 personnes, 2-3 personnes, mais en fait, lui bloque l'escalier, ce qui fait que je peux pas descendre. Je comprends à son visage qu'il y a quelque chose qui va pas. Il me bloque et il me hurle dessus, en me disant qu'il est trop tôt, qu'il s'est couché à 4 heures du matin, qu'il a pas assez dormi et que je l'ai réveillé avec mes pas. Donc là, il se met à imiter le bruit de mes pas, il fait avec des clac, 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 clac. Il est vraiment très énervé, donc de là, il me dit: «Tu ne te lèves plus avant 10 heures, voire même 11 heures, parce que sinon je suis prêt à tuer quelqu'un». Cette phrase, je la prends comme une menace de mort. Il tremble, il est vraiment tout rouge, rouge de colère, rouge d'énervement et je crois que c'est vraiment une des premières fois où j'ai vraiment très peur. Et sur le coup, en fait, je dis rien. Juste, je le laisse parler. Dans ma tête, j'écoute pas ce qu'il dit. J'essaye de savoir comment je m'en vais de là. Parce qu'en fait, je comprends qu'on n'est que 3 dans l'immeuble.
Il y a lui en face de moi et il y a mes voisins qui, eux, partent à 7h30. Ce qui fait qu'il y a plus personne dans l'immeuble. Je suis toute seule avec lui et là, je comprends que si, je réponds, si je lui parle, d'une façon qui lui plaît pas, je sens qu'il va me frapper, que personne, n'entendra jamais rien et je panique. Tout passe très vite, mais je sais que quand il parle, je suis pas là. Je suis en train de me dire, «Tu toute seule, t'es toute seule, t'es toute seule». Lui, il rentre chez lui. Donc là, il claque sa porte à son habitude et là, il rouvre la porte. Il me regarde et il la reclaque vraiment très violemment et je le prends vraiment comme une menace physique. Je crois que je reste immobile pendant peut-être quelques secondes. En fait, j'ose pas bouger. Je pense à fuir, mais mon corps, il fuit pas et il reste, là et quand je comprends que c'est bon, je peux partir, que c'est feu vert, je dévale les escaliers à une vitesse, je pense que j'aurais clairement pu tomber et en fait, dès que j'ouvre la porte, je me mets à pleurer. Mon tout premier réflexe, c'est d'appeler mon père. Donc j'appelle mon père, sauf que j'arrive pas à parler. Donc en fait, il m'entend juste pleurer au téléphone. Donc lui, il commence à paniquer. Je continue ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans le métro, hein, donc j'arrive dans la bouche de métro, donc je suis complètement en larmes, dans le métro et quand j'arrive un peu à reprendre mes esprits, j'explique à mon père, ce qui vient de se passer. Et mon père, raccroche et il appelle tout de suite, mon propriétaire pour lui expliquer ce qui vient de se passer. Là, pour moi, ça a été vraiment, l'événement de trop. Je veux bien être tolérante, je veux bien être patiente, je veux bien faire des efforts parce que je comprends que c'est quelqu'un qui est malade et que j'ai pas envie de vivre, dans des rapports qui sont un peu compromis en impliquant la police. Mais là, pour moi, ça va trop loin et à partir du moment où on a peur de rentrer chez soi, pour moi, c'est la limite et du coup, je porte plainte le jour même pour menace de mort. Je retourne pas dormir chez moi, à partir de ces menaces de mort, c'est-à-dire que je vis chez une amie. Je retourne chercher mes affaires le lendemain et en fait, lui, il vient toquer chez moi. Je décide de faire, comme si j'étais pas là. Je sais très bien qu'il sait que je suis là. Donc je commence un peu à paniquer en me disant que, je vais pas pouvoir sortir. Si en fait il décide de rester devant ma porte, ben, je suis bloquée. Donc au début, je fais comme si je suis pas là, je l'entends pas, je réponds pas et lui, continue, il toque, il toque, il toque et en fait, il crie mon prénom pour que je vienne lui ouvrir et j'ai l'impression qu'il va pas s'arrêter tant que je lui réponds pas. Donc je finis par lui dire, que je lui ouvrirai pas et que c'est pas la peine d'insister, qu'il peut partir, je ne lui ouvrirai pas. Et là, il me dit: «Désolé». Et il enchaîne tout de suite en me disant que, il faudrait que je dépose un courrier pour lui, au TGI de Créteil. Et donc il laisse, un mot et il s'en va. J'appelle mon proprio pour lui expliquer ce qui se passe. Je lui dis que je peux plus rentrer chez moi et que voilà, pour moi, c'est plus possible, en ces conditions. Et en fait, voilà, je lui dis que il y a quelqu'un qui doit partir. C'est lui ou c'est moi, mais quelqu'un doit partir. Il est vraiment très choqué. Lui, ça faisait déjà, plusieurs semaines qu'il en fait, il se concerte avec le syndic et avec, les autres, propriétaires, de l'immeuble. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'étage du voisin, le propriétaire n'arrive pas à faire louer l'appartement. À chaque fois, donc soit il y a des filles, elles ont peur, elles s'en vont, soit il y a des mecs et en fait, souvent, ça se finit en bagarre avec le voisin. En fait, tout le monde dans la copropriété, en a marre. Une autre propriétaire de l'immeuble, donc celle qui a le bail commercial, en dessous, appelle la mairie tous les jours, le service social de la mairie, parce qu'en fait, elle a des inondations d'eau constamment, parce qu'en fait, il coupe jamais sa douche ou son robinet. En fait, il y a des inondations constantes. Donc le syndic, porte plainte. C'est un peu toute la copropriété qui se met, à appeler, les services sociaux, le corps médical, la police et en fait, on essaye un peu tous de faire en sorte que ce soit lui qui parte et pas les autres. Mon propriétaire appelle la famille du voisin, pour, voir si on peut pas mettre en place, un internement. Et de là, en fait, on apprend par le frère du voisin qu'en fait, il a perdu son père, à peu près dans cette période-là, ce qui expliquerait, en fait, pourquoi, il aurait eu ce comportement.
Le propriétaire contacte la famille qui obtient un accord d'internement. Il décide d'appeler, donc l'hôpital psychiatrique avec son donc en fait, le psychiatre qui le suit et là, en fait, on a un fermé total, de la part du corps médical, qui nous dit que tout va bien et que en fait, secret médical oblige, ils peuvent pas parler de ce cas-là avec lui. En février 2020, quand je décide donc de plus vivre chez moi, donc je vis 1 mois chez une amie et ensuite je rentre chez mes parents pour des révisions de partiels et en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, le confinement est déclaré et donc en fait, je décide donc de rester chez mes parents pendant le confinement. Il y a plus personne dans l'immeuble, donc j'ai vraiment pas d'infos sur la façon dont il vit. Le 11 mai 2020, donc c'est le jour du déconfinement, mon propriétaire m'appelle le matin et en fait, je sens vraiment à sa voix qu'il y a quelque chose qui va pas et en fait, il me dit qu'il y a eu un incendie dans l'immeuble et que l'appartement a brûlé. Sur le coup, je pense simplement, voilà, il a mis le feu chez lui et ben, malheureusement, c'est monté chez moi parce que je suis à l'étage du dessus. Mon propriétaire m'explique qu'en fait, non, c'est seulement mon appartement qui a brûlé et qu'en fait, il a mis le feu chez moi. Je réalise pas trop, un peu comme une je sais pas, une mauvaise blague, un mauvais rêve, un truc, qu'on me dit mais auquel, je crois pas trop tant que je le vois pas de mes propres yeux. Donc sur le coup, je me dis: «Bon d'accord, un incendie, ça se trouve tout est pas forcément détruit». En fait, sur le coup, moi voilà, je suis en province, je suis plus sur Paris, je sais pas quels sont les dégâts, je sais pas vraiment ce qu'on veut me dire par: «Il y a eu un incendie» et puis, bah, forcément, je suis un peu choquée. En fait, je crois que ce qui me choque le plus, c'est pas l'incendie en tant que tel, c'est le fait qu'il l'ait fait que chez moi. Ça me rend vraiment très triste parce que, ben, comme j'ai été confinée alors que j'avais pas encore été récupérer toutes mes affaires, ben, en fait, j'avais encore tout dans cet appartement, même si j'y vivais plus. Donc forcément, c'est un gros choc. Je décide d'appeler le commissariat du 12e pour avoir, des informations et donc je tombe sur, une policière, donc voilà, qui m'explique que, le voisin a été mis en garde à vue, et que voilà, l'appartement a brûlé et commence un peu à y avoir un espèce de malentendu où en fait, elle me demande, si j'avais encore des affaires dans l'appartement. C'est une question que je trouve bizarre parce que forcément j'avais tous mes meubles, toutes mes affaires et cetera et elle me dit, parce que là je regarde les photos et il y a rien. Donc elle me dit: «Ça se trouve j'ai pas le le bon appart sous les yeux, je vous rappelle». Donc moi j'attends, donc de là je commence un peu à me dire: «C'est quoi cette histoire?» J'ai l'impression qu'en fait à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, on m'en rajoute un peu une couche et en fait elle me rappelle et elle me dit: «Est-ce que vous aviez tel poster, sur le mur?» Je dis: «Oui» et donc là en fait c'est bien mon appart et elle me dit: «Madame, je vous il y a rien». Je commence à émettre l'hypothèse qu'il ait peut-être volé des choses, ou ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a pas d'affaires. Quand j'arrive sur place, dans la cour, il y a des meubles carbonisés qui apparemment ont été donc du coup descendus par les pompiers et en fait, quand j'entre dans l'immeuble, ben, c'est un peu l'image qu'on se fait d'un sinistre incendie. C'est-à-dire que, l'escalier est cassé, tout est noir en fait, tout est les murs sont noirs, noir de carbonisé en fait. C'est vraiment, dès le rez-de-chaussée même, alors que mon appart est au deuxième. Et c'est là que je commence à comprendre un peu, l'étendue de l'incendie. Quand, je découvre, l'appartement brûlé, le plancher est totalement, détruit et il y a en fait un énorme trou dans la pièce à vivre qui fait qu'on voilà, on voit l'appartement, du dessous. Je redescends presque aussitôt. Ça m'a fait un peu un trop gros choc, donc je crois que je suis redescendue un peu, je crois respirer un coup parce que voilà, on apprend que son appart a brûlé et en fait, on le voit tout de suite. Je pense que c'était voilà. Je remonte, ensuite une seconde fois. Quand, je découvre, l'appartement brûlé, le plancher est totalement, détruit et il y a en fait un énorme trou dans la pièce à vivre qui fait qu'on voilà, on voit l'appartement, du dessous. Je suis vraiment dans l'état d'esprit, je veux savoir ce qui manque et ce qui manque pas. Donc je commence un peu par regarder les choses, un peu de valeur. Donc,
Il a pas touché à mes bijoux. En revanche, tout ce qui était, on va dire technologique, ma télé a disparu. Donc il y a pas de carcasse, il y a rien, il y a pas de télé, il y a pas d'imprimante et il y a des choses un peu étranges qui sont pas là, du style une chaise de bar. Voilà, il y a l'autre, mais il y en a une qui est pas là. Il y a des mégots dans les débris, je fume pas, il y a des photos à lui sur, des meubles qui ont brûlé. Ça, c'est ma première étape et la deuxième étape à laquelle je m'attendais pas trop, c'est qu'en fait, je découvre une boîte. Donc une énorme boîte en plastique, de type rangement, qui est pas du tout à moi et donc là, je commence à regarder dedans et en fait, je trouve des affaires qui sont pas les miennes. Il y a un pantalon d'homme, une paire de chaussures d'homme, il y a la notice de ma télé et il y a des bouts de papier qui ont été déchirés. En fait, c'est les papiers que lui m'avait adressés, que je gardais dans mon bureau et que j'avais apportés au commissariat pour porter plainte, qu'ils avaient fait des photocopies. Donc ouais, ça, c'est quelque chose que je gardais dans mes affaires et qui était déchiré, en fait, en morceaux, dans cette boîte. Quand je vois la boîte, en fait, je comprends que il est venu dans mon appartement, pas que pour, voler la télé ou l'imprimante, hem et en fait, je commence à me dire qu'il est venu, en fait, chez moi et qu'il a certainement, en fait, j'ai même du mal à le dire, mais vécu, en fait. Il a certainement vécu chez moi pendant le confinement. Je parle avec, de nombreux voisins qui comprennent, en fait, que c'est moi, la locataire de cet appartement. Je discute avec un voisin de l'appartement d'en face qui m'explique qu'en fait, là-bas, l'incendie s'est déclaré à peu près autour de minuit et en fait, c'est mon alarme incendie qui a commencé, en fait, à réveiller les immeubles autour. Parce que comme il y avait que lui, en fait, dans l'immeuble pendant tout le confinement, ce qui fait qu'il y avait voilà, il fallait que ce soit les immeubles autour qui entendent sonner, l'alarme. Un des voisins me dit que quand les pompiers sont arrivés, ils n'ont pas eu à défoncer la porte. Donc c'est-à-dire que la porte était déjà ouverte. Mon propriétaire, appelle le frère du voisin pour lui expliquer ce qui se passe. Donc lui est pas du tout au courant, que son frère, a été en garde à vue, que son frère a maintenant été hospitalisé d'office, et qu'il y a eu un incendie. Donc le frère, va sur place, dans l'appartement, du voisin. Moi, je lui demande s'il peut regarder s'il y a pas mes affaires. Le frère me dit qu'il y a rien. Donc en fait, il y a pas mes affaires, mais il y a presque pas non plus d'affaires du voisin et il trouve quelque chose d'un peu étrange et en fait, il explique que, il avait encastré dans le mur une armoire et en fait, cette armoire était désencastrée du mur et en fait, elle était mise sous ce trou, de façon penchée, comme si c'était pour faire un escalier. C'est de là que naît cette hypothèse, qu'il a peut-être, en fait, fait un trou dans son plafond, à savoir dans mon plancher et qu'il utilisait son armoire en guise d'escalier, voilà, pour se faire un genre de duplex. Il y a 2 théories, en fait. Il y a la théorie que je préfère, c'est que c'est les pompiers qui ont scié le plancher pour éviter que le feu se propage. Et l'autre théorie, c'est peut-être qu'il avait désencastré l'armoire et qu'il l'avait mise en dessous du trou parce qu'en fait, il avait lui-même fait le trou et qu'en fait, il vivait dans les 2 appartements pendant le confinement, pendant qu'il était, en fait, tout seul dans l'immeuble. Après, l'incendie, j'ai eu l'impression d'être un peu trop submergée par, cette histoire. Heu, Toutes les histoires d'assurance, de porter plainte et en fait, il y avait beaucoup de paperasse, ce qui fait que une fois que la paperasse a été finie, je veux plus en parler, je veux plus trop y penser. En fait, je ferme la porte, à cette histoire, je veux passer à autre chose et j'en parle plus. Mes traumatismes, ils se sont manifestés quand je suis revenue sur Paris. Hem, C'est-à-dire que je suis chez mes parents pendant à peu près, 2-3 mois, en fait, pendant le confinement. L'incendie, se déclare et je rentre sur Paris et tout d'un coup, on se retrouve au milieu de la foule et en fait, je vois des fous partout. C'est-à-dire que je sonde et je guette les comportements de tout le monde, notamment dans les transports en commun. Dans le bus, il y a une dame qui, je pense, elle avait une maladie où en fait, elle disait des gros mots, vraiment en hurlant et cetera, donc je sais que c'est une pathologie et en fait, ça me fait complètement paniquer et du coup, je sors du bus.
Voilà, je j'arrive pas à rester, en fait, en présence de quelqu'un qui potentiellement peut se déclencher ou et en fait, ça me crée des crises d'angoisse. Je panique très rapidement quand je vois un comportement, un peu anormal parce que, j'ai l'impression que, il y a un de mes voisins potentiels, dans chaque personne qui est pas très nette dans Paris, quoi. J'ai du mal en fait à entendre certains bruits. Mon voisin descendait tout le temps les escaliers en courant et en fait, maintenant quand je suis dans un escalier et que j'entends des gens qui se dépêchent, c'est quelque chose j'ai envie de courir aussi parce que j'ai envie de fuir en fait. Je suis un peu sur mes gardes quand j'entends un claquement de porte, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal, à gérer, ou quelqu'un qui tape dans quelque chose. Un simple coup en fait, j'ai l'impression que c'est mon voisin qui en fait donne des coups dans les murs et partout. Aujourd'hui, je peux dire que je suis passée à autre chose, mais je peux pas dire que je suis totalement, débarrassée de l'absence de peur. J'ai encore du mal à me promener ou à sortir sans ma bombe lacrymo. Je dirais que j'ai réussi à reprendre ma vie normale, mais je crois qu'il y a une partie de moi qui est quand même toujours aux aguets. Vivre seule, pour moi, ça a été très dur, en fait, après cette histoire. C'est-à-dire que il faut que je trouve un nouvel appart, donc je recherche, mais en fait, je veux pas vivre seule. Mais d'un côté, je veux pas non plus vivre en coloc avec quelqu'un que je connais pas. Donc je décide de mettre en coloc avec quelqu'un que je connais, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose de difficile pour moi d'être totalement seule si, il y a un comportement anormal ou quelque chose qui pourrait être, source de danger, en fait. Je suis en thérapie, cognitivo-comportementale, c'est une thérapie pour en fait, essayer de changer, la perception qu'on a des choses. Là où mon esprit, est devenu anxieux et en fait, là où je vois un danger, essayer de changer cette façon-là de penser. Je pense que j'ai beaucoup été dans le déni de ce qui se passait, j'ai beaucoup minimisé la chose parce que je voulais pas voir le danger que lui représentait, quand, tout le monde m'alertait et la thérapie essaye de m'aider, voilà, à dédramatiser ça, et aussi, à être un peu plus tolérant envers soi-même. Non, l'histoire, elle n'est pas normale. Non, ce qui t'est arrivé, c'est pas OK et on a le droit d'avoir des phases où ça va pas. On a le droit d'avoir peur. Il faut arrêter de se culpabiliser tout le temps parce qu'on a eu peur, en fait. Je crois que la thérapie me fait comprendre que cette histoire, elle est pas normale. Je pense que quand on est dedans pendant longtemps, on commence à se dire qu'elle est normale et moi, je crois que j'ai trop pensé que cette histoire, c'était quelque chose de voilà, une histoire qui aurait pu arriver à n'importe qui, un peu une histoire lambda. En fait, elle l'est pas du tout, mais c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à réaliser que c'est pas normal de se faire, harceler par son voisin, c'est pas normal que son appart se fasse cramer, mais c'était tellement, devenu pour moi quelque chose que j'avais voulu banaliser, peut-être pour me protéger du fait que c'était, en fait, vraiment quelque chose de grave et en fait, à vouloir banaliser l'événement, à le banaliser, je pense que je suis entrée dans une phase un peu de déni et la thérapie essaye de m'aider, voilà, à dédramatiser ça et aussi, à être un peu plus tolérant envers soi-même. Mon voisin a été interné. Il a été interné, d'office. C'est la police qui m'a appelée pour me le dire et donc en fait, il a été mis en garde à vue. Il a fait l'objet ensuite d'une expertise psychiatrique qui a déclaré qu'il était plus apte en fait, à vivre seul. Il a donc été hospitalisé d'office pour une période, que je ne connais pas et en fait, quand il sortira de l'hôpital psychiatrique, il a été décrété qu'il puisse plus vivre en fait seul, donc il devra vivre dans des espèces de résidences pour les personnes qui doivent être sous surveillance et en fait, il sera normalement pris en charge et il devra plus vivre, voilà, en autonomie, de façon indépendante. Et pour ce qui est de l'appartement, je sais pas trop, ce qu'il en est, je sais que là, à l'hiver 2020, l'appart était toujours pas en travaux, parce qu'il y a des problèmes d'assurance, donc il y a beaucoup d'expertises. Ce qui fait que l'appart pour l'instant, je crois pas qu'il soit fini d'être en travaux et très honnêtement, je cherche pas non plus à le savoir.
Vous venez d'écouter Transfert épisode 159, un témoignage recueilli par Juliette Thévenot. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Réalisation et montage, Victor Benamou. Musique, Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.